Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mercredi, abandon du parrainage citoyen, la chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne précise sa pensée. Les recommandations contenues dans le rapport sont des propositions. C'est aux acteurs du processus électoral sénégalais de décider de l'avenir du parrainage selon elle. Plus de détails dans un instant. Alerte, pluie, vent et orage cette nuit dans beaucoup de localités du pays. L'ANACIM prévient ces intempéries pourraient avoir de lourdes conséquences. Déjà à Ziguinchor, la pluie d'hier a fait beaucoup de dégâts matériels, vous le verrez dans ce journal. L'ASDE ne veut pas céder la place à Suez. Tout va se jouer désormais devant la Cour suprême. Les habitants de Petit Mbaoupel suffoquent. Les effluents industriels des ICS sont pointés du doigt. C'est un problème de santé publique, reportage à suivre. Et puis en sport, à J-2 de la CAN, une Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer pour la première fois avec 24 nations. Autre première, l'utilisation de la VAR à partir des quarts de finale. On vous explique tout dans un instant. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. C'est devant la Cour suprême que la SDE va livrer sa dernière bataille pour la gestion de l'eau. La Sénégalaise des eaux s'étonne du rejet de leur recours par l'ARMP. C'est une décision contraire au Code des marchés publics et non conforme au dossier d'appel d'offres. La direction de la SDE faisait face à la presse ce matin. Ibou Diouf, Diafaraba. Contrat d'affermage ou la fourniture de l'eau au Sénégal, le feuilleton perdure. La Sénégalaise des eaux, déboutée par l'ARMP, décide cette fois de porter l'affaire auprès de la haute juridiction. Si on cherche à pénaliser la SDE, nous ne l'acceptons pas. Et le conseil d'administration a pris les dispositions nécessaires pour que nous allions devant la Cour suprême. Puisque dans le cadre de l'exercice de nos droits, quelle que soit aujourd'hui la décision prise au niveau de l'ARMP, notre bon droit nous permet d'aller à la Cour suprême et nous allons devant la Cour suprême. De cette affaire de l'eau et suivant les cahiers de charges, une inconformité substantielle est reprochée à la SDE. Donc les non-conformités, c'est des choses qui ont été inventées et ces choses-là ont été rejetées par le CRD. Puisqu'on ne peut pas parler de substantialité si on n'a pas une méthode de calcul et que cette méthode de calcul doit être appliquée à tout le monde. Or, vous ne pouvez pas l'inventer. C'est comme si vous changiez les règles du jeu. Tout à coup, on est en train de jouer au football avec des règles bien précises. Et avant la mi-temps, on change les règles. Voilà donc ce que je peux vous dire. Dans son argumentaire, la SDE avance souvent le rapport prix comparé à l'offre de Suez qui devrait permettre aux consommateurs d'économiser plus de 42 milliards de francs CFA. Cette fois, l'avenir du personnel est souvent évoqué aussi. Qu'adviendrait-il du personnel actuel de la SDE si jamais au bout de cette compétition, la SDE n'est pas là? Même si c'est une hypothèse que nous n'envisageons pas, nous disons très clairement que le dossier d'appel d'offres, il a dit que tout le personnel, avec les droits acquis, le personnel et les droits acquis sont repris par le nouvel opérateur. De manière très claire, ça c'est dit. Pour le moment, la SDE distribue l'eau au Sénégal tout en continuant à exploiter les voies de recours pour continuer sa mission. Cette fois, on attend la décision de la Cour suprême. Merci Ibou. À noter que la SDE, que le ministère de l'eau et de l'assainissement a battu en brèche les arguments de la SDE dans un communiqué. Ce sont des allégations sans fondement selon la tutelle, soulevant d'ailleurs une interrogation sur le prix du mètre cube d'eau facturé actuellement par la SDE à 366 francs alors qu'elle propose 286 francs CFA dans la nouvelle offre. Fin de citation, ce sera au tour de la Cour suprême de trancher définitivement. Et puis toujours à propos de cette affaire, le Congat dit attendre la décision des instances de contentieux, mais Amadou Kodidiouf est formel. Suez va signer le contrat dans les prochains jours. Le PCA du Congat ajoute qu'actuellement, les autorités sont en train de préparer le passage du relais entre Suez et la SDE. La société civile prépare d'ailleurs actuellement le forum de Dakar sur l'eau et l'assainissement. Amadou Kodidiouf est avec Abdourahmane Diallo. La rencontre de ce jour, elle était exclusivement consacrée à un partage d'expérience
entre organisations de la société civile agissant dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au niveau de 10 pays africains. Il s'agit évidemment de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre. Ceci, évidemment, est sur le processus de préparation de Dakar 2021, mais plus encore, c'est que d'un point de vue beaucoup plus stratégique au regard de la réflexion que porte la société civile, pour réfléchir autour du suivi de l'ODD 6. Des positions des éléments de la société civile autour de cette question du contrat Suez-Sénégal, gouvernement du Sénégal. C'est un problème qui est là, latent, mais aussi c'est que compte tenu du fait que l'ARMP a été saisie dans cette affaire, il y a aussi des éléments de contentieux qui se gèrent. Je crois que la position la plus souveraine serait la position et la plus franche serait la position que les instances de décision du Sénégal en matière de gestion de contentieux prendront. Nous pensons qu'effectivement Suez va signer, c'est clair, et je crois que depuis hier, les gens étaient en train de préparer le passage du relais entre Suez et la SDE. Et évidemment, nous allons tous, en bons Sénégalais, réfléchir profondément par rapport à ce système de contractualisation dans le cadre de l'accès à des services sociaux aussi stratégiques, aussi importants que l'eau. Et puis, si vous êtes brontophobe, mettez-vous à l'abri cette nuit. La météo nationale appelle à la vigilance. Des conditions météorologiques entraîneront des orages et plus faibles à modérés en Casamance, Kédougou, Tambacounda et probablement sur l'axe Kaffrine-Kaolack. Une vigilance s'impose car ces orages et pluies pourraient être accompagnés de rafales de vent et occasionnant des désagréments importants. Et c'est déjà le cas. La pluie d'hier à Ziguinchor a causé beaucoup de dégâts matériels. 26 quartiers sont touchés et la toiture du stade Alioune Sitoé Diatta est fortement endommagée. Boubacar Diassi et Lamine Mandiang. Aucun des 26 quartiers de Ziguinchor n'est épargné par les vents violents ayant causé des dégâts matériels dans la ville. C'est le cas ici au stade Alioune Sitoé Diatta, situé entre Goumel et Santhiaba. C'est aussi le cas de cet entrepôt, mais aussi ce restaurant flambant neuf et cette boutique à Kandé. Le vent n'a pas épargné non plus le quartier Escale où se situe la gouvernance, mais aussi l'inspection médicale des écoles, dont le toit a été endommagé. Le cas de cette dame que nous avons trouvée au quartier Tilène force l'empathie. J'étais seul dans la chambre et lorsque j'ai entendu les rafales de vent, je suis sorti pour vérifier. C'est ainsi que le vent a soulevé ma toiture pour la balancer derrière la maison. Heureusement qu'elle n'a touché personne. Je demande un soutien à l'État parce que je vivais seul ici avec mon époux et mon grand frère. Tous les deux sont décédés. Je suis seul ici avec les enfants. Et voilà que la maison est complètement endommagée. Je n'ai aucun franc ni aucun soutien. Je me demande même où est-ce que je vais passer la nuit avec mes enfants. Non loin de là, cette autre famille a passé la nuit à la Belle Étoile. La pluie d'hier là a gâté toute leur toiture. Vraiment, on est vraiment désolé. Tous les bagages sont dehors. Non, il n'y a pas eu de blessés. C'est que comme on n'a pas préparé, il y avait des gens qui pleuraient, tout ça, il paraît. Donc, ils se sont délogés de l'autre côté. On a l'appel à lancer à l'État, spécialement le président Macky Sall, le préfet, même les ONG. Donc, on lance un appel pour qu'ils puissent aider la population, surtout spécialement. Les précipitations d'hier étaient les premières enregistrées cette année à Ziguinchor. Merci Boubacar et vigilance. Ces orages sont donc annoncés également cette nuit. Et puis ces précisions de Elena Valenciano, la chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne concernant l'abandon du parrainage. Les recommandations contenues dans le rapport sont des propositions, des pistes d'amélioration technique pour les scrutins futurs qui sont offertes à la considération des acteurs du processus électoral sénégalais. Il appartient à ces derniers de décider de leur éventuelle mise en œuvre. Fin de citation. C'est une précision de la mission d'observation électorale de l'Union
européenne. Et puis on connaît les résultats du bac sciences techniques d'économie de gestion au lycée Maurice Delafosse. 51 candidats sont admis d'office et 72 vont passer les épreuves orales deuxième tour prévu demain. Reportage Fatima Touré et Tierno Laurent Mehdi. En taux de réussite acceptable, le sentiment du directeur des études du lycée technique Maurice Delafosse après la publication des résultats du bac STEC et G à l'issue du premier tour. Pour cette année, ils étaient 200 candidats à passer l'examen. Donc on avait 201 candidats et on a aussi un absent, ce qui nous fait un total de 200 candidats qui ont composé. Sur ces 200 composés, on a eu 51 admis d'office. Et sur les 51, il y a 2 mentions bien et 16 mentions à bien. Maintenant, pour les admissibles, on a au total 72 candidats admissibles au deuxième tour. Je dois dire que les résultats sont acceptables. Pour cette première édition du bac STEC, les candidats se sont fait distinguer de fort belle manière. Le taux de réussite a évolué par rapport à la série STG. Donc, ce qui veut dire que ce bac-là, en tout cas, est beaucoup plus accessible. C'est la première promotion cette année. Et comment jugez-vous ? Et les résultats également vraiment ont amélioré par rapport aux années précédentes. On n'a jamais enregistré un tel taux de réussite. Si d'aucuns se disent fiers d'avoir réussi au premier tour, d'autres restent optimistes et espèrent se rattraper dans l'acte 2. Juste un sentiment très agréable, vu que maman et papa ont vraiment apprécié mon travail, parce que c'était vraiment un travail de dur labeur. J'ai tout investi pendant l'année 2018-2019, donc c'est juste quelque chose d'agréable. Je ne pensais pas me retrouver au second tour. Le problème de choix s'impose. Les épreuves orales sont prévues ce jeudi. 72 candidats pour rectifier le tir et tenter de décrocher leur baccalauréat. Merci Fatima. Et après le CFE hier, l'entrée en 6e aujourd'hui. Les résultats sont attendus entre septembre et octobre prochain. Les candidats ont fait un dernier effort avant les vacances avec les épreuves de mathématiques, ressources, compétences. Nos équipes étaient ce matin au centre Anne-Marie Javoué. Reportage Aïssatou Gueiba et Mohamed Dieng. Deuxième jour d'examen du CFE et de l'entrée en 6e au centre Anne-Marie Javoué, Médina. À l'entrée de l'école, des candidats plutôt confiants, comme vous pouvez le constater. Oui, ça s'est passé facilement, c'était abordable. C'était bien. Les mathématiques, les ressources et compétences, vivre ensemble dans son milieu, ces 3 épreuves proposées aux candidats qui les jugent abordables. Oui, je le réussirai, Inch'Allah. Mathématiques, ressources et compétences et vivre ensemble. Mathématiques, ressources et compétences et vivre ensemble, vivre dans son milieu. On a fait mathématiques, ressources et compétences et EDD. La section 2019 de l'examen du CFE et de l'entrée en 6e s'est bien déroulée, de l'avis de ces candidats qui partent déjà en vacances en attendant les résultats attendus entre le mois de septembre et d'octobre. Puis venons-en à ce cri du cœur des habitants de Petit Mbao. Ils n'en peuvent plus des effluents industriels venant principalement des industries chimiques du Sénégal. Et comme pour ne rien arranger, la même zone est concernée par le projet de dépollution de la baie de Hann. Les dangers des déchets toxiques à Petit Mbao, c'est un reportage de Salif Sow et Asma Diop. À Petit Mbao Peul, les riverains des ICS, industries chimiques du Sénégal, n'en peuvent plus. On ne peut plus supporter ça. C'est insupportable. Je vous dis que chaque Mbawa ici connaît ses médicaments. Et ces médicaments ne nous servent plus rien du tout. Une usine qui produit des produits chimiques. Il y a beaucoup de sortes de maladies. On souffre des maladies pulmonaires, des maladies oculaires et des écoulements nasaux. Et comme si la pollution de l'air ne suffisait pas ici, une bonne partie des habitants du quartier doit quitter la localité. Un tuyau de l'ONAS doit passer dans la zone et certaines personnes affectées par le projet de la dépollution de la baie de Hann courent toujours derrière leurs indemnisations. Nous voulons, avant de faire ici quoi que ce soit, il faut payer tout le monde. Il faut payer tous les impactés qui se trouvent sur le site. Nous n'accepterons pas la baie sera installée ici tant qu'ils n'ont pas reçu, tant qu'ils n'indemnisent pas tous les impactés qui se trouvent sur le site. Nous ne l'accepterons pas. L'autre manche du combat, leur relogement.
Les riverains des ICS de Mbao disent ne plus pouvoir cohabiter avec l'usine. La déclassification d'une partie de la forêt classée de Mbao est proposée comme solution alternative. Nous sommes des morts vivants. Nous voulons que cette forêt qui se trouve là, nous devons prendre les impactés qui se trouvent là, et ceux qui sont là, pour les reloger là-bas. Le ministre de l'Environnement l'a reconnu. Les ICS, c'est une bombe écologique, a dit Abdoukarim Sall. Il a donné des recommandations fortes lors d'une visite d'une tannerie dans la zone. En attendant que le problème de la baie de Han soit réglé, je pense qu'il est quand même important que l'ensemble des usines qui déversent font quand même le pré-traitement. C'est-à-dire il faut que les eaux soient traitées, il faut qu'ils aient des centres d'épuration pour déverser dans les collecteurs des eaux qui ne sont pas polluées. Des équipes seront dépêchées sur le terrain pour recevoir les alertes des populations riveraines des usines nuisibles à la santé et à l'environnement. Merci Salif. Ayaboun Malik Diop clame sa légitimité à la tête du SYTJUST. Son élection ne souffre d'aucune irrégularité selon lui, malgré les contestations qui l'accompagnent. Le SYTJUST a fait face à la presse ce matin. Reportage Maguette Souari Diallo et Pape Sangenoubaye. Des voix se sont élevées après la reconduction de Maître Ayaboun Malik Diop à la tête du syndicat des travailleurs de la justice. Pour le secrétaire général du SYTJUST, il y a bien eu un vote. Mon poste a été mis en compétition. C'est ça le vote. On déclare ouverte le poste de secrétaire général. Quels sont les candidats? Personne n'a levé la main. Devant plus de 200 personnes. C'est ça qu'on appelle le vote. Ayaboun Malik Diop est catégorique. Aucun consensus n'est envisageable. Ils ont voulu un deal, un consensus. J'ai refusé le consensus parce que je ne voulais pas dans mon bureau. Je dis mon bureau parce que je voudrais avoir une équipe dans laquelle il n'y aurait pas de saboteurs. Alors que ces gens-là, ils sont illogiques avec eux-mêmes. Le secrétaire général du SYTJUST affirme que des contre-vérités ont été racontées par les membres du syndicat qui sont contre sa réélection. Une réélection reconnue par les autorités, selon toujours Maître Ayaboun Malik Diop. Et puis des femmes à la pointe du combat pour l'autonomisation des femmes dans tout le pays pour aussi éradiquer complètement les violences basées sur le genre venues de toutes les régions du pays. Ces femmes ont lancé à Thiès un projet Voix et leadership des femmes au Sénégal afin de mieux protéger cette couche de la population. Reportage Charanta Diop et Seila Tir. Voix et leadership des femmes, l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, c'est l'objectif visé par ces femmes, issues des organisations de la société civile féminine et des organisations de femmes. Elles sont venues de toutes les régions du pays. Thiès, métropole d'équilibre, est choisie pour mettre en place ce grand projet national. Ce projet va venir permettre de mieux prendre en charge les besoins différenciés des hommes et des femmes au niveau national. Les violences basées sur le genre, ces femmes veulent mettre un terme à cela. Elles sont là et je crois que vous avez bien entendu l'appel qui a été lancé récemment par le chef de l'État pour renforcer toutes ces dynamiques de prévention, de lutte et d'éradication de ces violences basées sur le genre. L'ambassadrice du Canada au Sénégal estime qu'aucun pays ne peut se développer sans la femme. Le gouvernement du Sénégal a fait d'excellents progrès et, en matière, par exemple, d'accès à l'éducation, en matière de représentation politique avec la loi sur la parité. En même temps, on constate qu'il y a beaucoup de domaines sur lesquels on doit encore faire des efforts. Au niveau de l'éducation, on pense à l'accès à la formation professionnelle et technique, des domaines plus scientifiques, plus techniques, dans lesquels les femmes peuvent tout autant exceller. L'accès aux moyens de production. Le coût du projet est de 2,6 milliards de francs CFA. Ces femmes ont salué l'accompagnement du Canada et de l'État du Sénégal. À Louga, l'usine de décortiquage de l'arachide de Louga croule sous le poids de l'âge. Elle date de 1929. Sa vétusté ralentit ses performances de production. Beaucoup de pertes sont enregistrées ces dernières années. Plus grave, un stock important de graines d'arachide de la campagne 2016-2017 est gardé là-bas dans les magasins. Situation constatée d'ailleurs par le nouveau directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada, avec Tierno Fall.
La visite effectuée au niveau de l'usine de décortiquage de Louga a permis au directeur de la Sonacos de constater à visu les problèmes auxquels l'unité qui date de 1929 est confrontée. Ce que nous avons remarqué, bien entendu, c'est la vétusté des installations, des structures. Nous sommes en sous-effectif et Louga doit rester un centre important du décortiquage de l'arachide, du triage aussi. Et il faut travailler à redresser la boîte, à la remettre sur les rails. Sur place, Modou Diagne Fada a également constaté l'existence d'un stock important de graines d'arachide qui date de la campagne 2016-2017, une situation qui, selon lui, nécessite des solutions dans les plus brefs délais. Une bonne partie a été triturée, mais une grosse partie aussi reste dans nos magasins et bien entendu, depuis lors, la qualité a fortement baissé. Et c'est la raison pour laquelle rapidement, il faut essayer de trouver une solution pour faire triturer ces stocks de graines. Le directeur de la Sonacos a également donné l'instruction d'évacuer les coques d'arachide stockées derrière l'usine et sous l'emprise des fils électriques. Et bien entendu, les coques d'arachide et les installations d'électrique ne font pas bon ménage. Il faut évacuer ce stock. Nous avons trouvé un client, il faudrait qu'il passe et enlève. Modou Diagne Fada a également profité de cette visite pour s'entretenir avec les opérateurs stockeurs. Après avoir écouté toutes leurs doléances, il a pris sur place l'engagement de satisfaire certains points comme la mise en place à l'usine d'un pont bascule. Merci Tierno. Programme de modernisation des cités religieuses et la construction des daras modernes à Sédhiou. Plus de 400 demandes sur la table du gouvernement. Dans le Pakao, les 5 communes ne sont pas toujours électrifiées. Une situation que déplorent les chefs religieux de la région de Sédhiou lors d'une rencontre régionale de la lecture du Saint-Coran. Reportage Bakary Conté et Kali Diamé. La demande est très forte sur le programme de modernisation des cités religieuses. Plus de 400 demandes sur la table du gouvernement. Je pense qu'il y a un peu de malentendu entre nous. L'association des guides et chefs religieux est faite pour quoi? Pour qu'il soit l'interlocuteur avec le gouvernement. Comme ça, on peut aider l'État pour pouvoir faciliter les choses. Nous, on peut savoir où et quand et où on doit faire quoi. Mais si on ne sait pas, on n'est jamais renseigné de quoi que ce soit, comment on peut le faire? Le ministre de la Culture et de la Communication demande aux chefs religieux de s'unir pour faciliter la tâche au gouvernement. Ce que je leur ai dit, c'est que toutes ces demandes-là, la floraison de ces demandes-là, on ne peut pas. Si vous refusez plus de 300 demandes dans cette localité, ça pose problème. En revanche, ce que les gens pourraient faire, c'est de discuter entre eux déjà et de définir les priorités. Si tous ensemble m'envoient un courrier collectif au président de la République en disant nous avons décidé ensemble que la première phase, on a choisi cette localité ou cette localité, c'est plus simple à faire. Les 5 communes du Pakao toujours non électrifiées. Sans électricité, de nos jours, on est vraiment, on a une vie qui est un peu trop attardée. Le courant facilite maintenant l'éducation des talibés, puisque dans l'hivernage, on ne peut pas faire des 40 ans. On fait l'éducation des élèves avec le courant. Donc si tel est le cas, donc on doit nous aider partout, dans tous les daras, il doit y avoir de l'électrification. Et on peut dans tous les villages aussi, puisque ce n'est pas que les daras. Le ministre rassure. C'était aussi l'occasion de faire un tour d'horizon, de les assurer que le président de la République, dans toujours sa recherche d'équité et son amour pour ce pays-là, suit de très près l'évolution de l'électrification du Pakao. J'ai eu de telles discussions avec mon collègue de l'énergie et je pense que très prochainement cette question serait réglée. Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication, promet de rendre compte fidèlement au président pour la prise en charge de toutes ces doléances des chefs religieux. Puis présentation du drapeau à la 4e promotion de l'École nationale d'administration pénitentiaire. Le chef de division formation invite les pensionnaires au respect du drapeau et des droits humains. Babacar Diouf, chef de division formation, est avec Ousseynou Cham. Après 45 jours, nous avons vraiment consacré à la présentation du drapeau, comme l'a si bien dit monsieur le directeur, qui représente un symbole en fait, pour la nation, mais aussi qui doit guider le pas des jeunes qui viennent d'intégrer l'administration pénitentiaire. La formation du personnel pénitentiaire obéit à certaines règles, parce que vous n'êtes pas censé ignorer que le Sénégal
a ratifié et signé pratiquement tous les instruments des Nations Unies relatifs aux droits humains, mais aussi au traitement des détenus. Et à ce titre, parmi les matières qui sont enseignées, il y a des composantes qui traitent spécialement des droits de l'homme en prison, de maintien de l'ordre en prison. Parce que comme l'a rappelé les autorités, ce qui leur est privé, c'est le droit d'aller et de venir. Mais tous les autres droits leur sont quand même dévolus. À ce titre-là, nous permettons aux agents vraiment de pouvoir acquérir les notions qui permettront demain vraiment de leur permettre, une fois qu'ils soient en prison, maintenant de préserver tous les autres droits, indépendamment quand même du droit qui leur est privé, que c'est d'aller et de venir. Bientôt un colloque international à l'honneur de Ousmane Sembène. L'événement est organisé par l'association qui porte le nom du patriarche du cinéma sénégalais. La richesse cinématographique de l'artiste sera mise au goût du jour à travers ce colloque. Koumba Matlo, Thierno Laurent Mendy. Guelewar, Khala ou encore le Monda, Sembène Ousmane a séduit plus d'un par la richesse de son répertoire. L'homme aux multiples casquettes a fait de sa plume un moyen de dénonciation d'une injustice flagrante exercée sur les plus vulnérables. Ousmane a encore énormément de choses à nous dire sur tous les plans. La mémoire collective africaine, la situation des pays africains, celle des langues nationales, la place de la femme, la place de la jeunesse, la bonne gouvernance, l'implication des forces extérieures qui sont des freins à notre développement, tout ça se trouve contenu dans l'œuvre de Sembène. Et donc, ce colloque doit permettre à tous les spécialistes que nous avons retenus, dont nous avons retenu les communications, d'entrer de plein pied dans de nouvelles réflexions. Et c'est ça la richesse de l'œuvre de Sembène Ousmane. L'organisation de ce colloque, l'occasion de retracer le parcours prestigieux de l'homme peu connu par son peuple et par la nouvelle génération. Cette première de l'association qui consiste à organiser le premier colloque, avec un comité scientifique et des membres qui viennent d'un peu partout, nous donne l'espoir que l'œuvre de Sembène Ousmane, aussi bien littéraire que cinématographique, doit être divulguée, doit être analysée. Ces analyses doivent être portées à la connaissance non pas d'un public de spécialistes, mais d'un public plus large. Ces acteurs culturels appellent à plus de reconnaissance des œuvres et du travail accompli par l'auteur des Bouts de bois de Dieu. Il serait bien que l'État du Sénégal consacre une réflexion à la manière d'honorer ces fils du pays par une grande avenue. Nous l'avons déjà dit dès le premier anniversaire de la disparition de Sembène Ousmane. En son temps, le président de l'époque avait donné des engagements qu'il n'a pas tenus, il faut bien le dire. Du 21 au 22 juin se tiendra le premier colloque international de l'association. Le thème Sembène Ousmane, l'artiste et le militant, permettra de faire connaître et apprécier les œuvres du père du cinéma africain. Merci Koumba. Du cinéma, on passe au théâtre. Sur les planches, actuellement, Nathalie Vérac, elle met en scène sa pièce Dernier Rivage, un monologue captivant d'un exilé qui se cherche une identité. Aïssatou Paye et Modou Diop. Il y a ceux qui sont dressés pour tuer et ceux qui tuent tout simplement. Il y a une différence. Je ne sais pas ce que cette différence fait comme différence. Tuer, c'est toujours tuer. Dans ce monologue d'une heure, Nathalie nous emporte avec conviction dans les profondeurs d'un moi intime. Elle dialogue avec son public, un partage de sensations, un partage d'émotions dans cette pièce intitulée Dernier Rivage. D'abord, ça parle de solitude, qui on est quand on est homeless. C'est quoi cette solitude ? Cette personne qui peut sembler sale, nous écœurer à tout un monde, toute une vie à l'intérieur de soi, fait d'échecs, comme c'est une femme de peur aussi, dans cette solitude. Et en l'occurrence, ce personnage-là a été enfant soldat à un moment donné. Donc elle vit dans cette solitude avec les fantômes des morts, avec les fantômes de sa vie passée. Voilà, c'est un texte qui m'a beaucoup touchée. Passionnées du 4e art, elles ont été aussi touchées par la force théâtrale de la comédienne. C'était très poignant, très touchant et bouleversant. Nathalie l'a fait avec beaucoup d'humilité, mais c'est surtout beaucoup de talent. Nathalie nous a ramenés aux profondeurs de nous-mêmes, fait ressortir les émotions les plus sombres qui sont en nous.
On est juste fiers en sortant de là parce que c'est une vraie prouesse qu'elle a réussi à tenir pendant 1 heure de temps. J'ai ressenti quelque chose effectivement. Après, est-ce que je m'y suis retrouvée dans certains passages où effectivement ça parle un peu plus de la nature humaine. De la nature humaine aussi, des questionnements internes. La pièce de Nathalie nous parle, mais aussi parle à Feu Jacqueline Scott Lemoine. La pièce lui est dédiée, mais c'est resté, cette promesse que je lui ai faite est restée dans mon cœur. J'ai voulu prendre mon temps avant de faire quelque chose à Dakar. Voilà, mais quand je suis rentrée sur scène, 4 secondes avant, dans ma loge, j'ai relevé les yeux et j'ai dit « Jacqueline, c'est pour toi ». 27 ans que Nathalie fait du théâtre. Déjà en 2003, elle était debout ici, sur les planches à Dakar, pour jouer Oedipe de Sophocle. Elle nous revient maintenant et compte bien en jouer d'autres. Merci beaucoup Aïssatou. Détérioration de nos infrastructures sportives et affrontements entre supporters. Les inspecteurs de la jeunesse et des sports à la retraite prônent l'assurance pour tous, ce dans le but de mieux entretenir nos stades et de rassurer ses usagers. Suivons à ce propos les propos de Moussé Diop, inspecteur de la jeunesse et des sports à la retraite, avec Asmali Diop et Salif Sow. Le Sénégal a besoin aujourd'hui non seulement de protéger ses infrastructures sportives, donc qui font partie du patrimoine matériel, mais le Sénégal a aussi besoin de protéger son patrimoine immatériel sportif. Nous pensons que des joueurs comme Sadio Mané, des joueurs comme El Hadji Diouf, des joueurs comme Kalidou Koulibaly sont une composante essentielle du patrimoine immatériel du sport au Sénégal. Et que le Sénégal gagne non seulement à les protéger, mais à les utiliser comme véhicule et comme viatique pour développer le sport au niveau national. Et nous pensons que dans cette perspective, les assurances devraient jouer un rôle fondamental dans la mesure où ils sont dans le secteur des affaires. C'est également des investisseurs comme tout un chacun. Ils devraient pouvoir contribuer non seulement à développer les infrastructures sportives, mais également à soutenir la pratique. Donc voilà les 2 motivations fondamentales qui résument à peu près les 5e journées du souvenir de l'association, notamment, si je le résume encore, célébrer Babacar Tiendou Ndiaye, mais également tenir un panel sur le sport et l'assurance pour contribuer davantage à formater notre politique sportive pour que le Sénégal soit non seulement un hub sportif, mais également une nation de sport et de sportifs. Et on parle de la CAN, une CAN à 24 nations, le gain des vainqueurs qui augmente, utilisation de l'assistance vidéo arbitrale à partir des quarts de finale. Égypte 2019 va rester dans les annales avec de nombreuses innovations, nous dit Cher Sadibou Diarra. La Coupe d'Afrique des Nations 2019 à jamais historique. En Égypte, 24 sélections nationales vont participer à la grande messe du football africain. Une première dans cette compétition, mis à part l'Éthiopie, le Soudan, le Congo et la Zambie, tous les vainqueurs de la CAN se retrouvent dans le pays des pyramides. Le Cameroun détenteur du trophée, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Ghana font partie des favoris pour le titre, de même que la première sélection africaine au classement FIFA, le Sénégal. Autre adversaire de ces nations, la chaleur qui sévit actuellement au pays des pharaons. Avec les fortes températures entre 35 et 38 degrés à cette période de l'année, la Confédération africaine de football, la CAF, a pris la décision d'appliquer les recommandations de la FIFA en prévoyant 2 pauses fraîcheur par match, entre la 30e et la 75e minute, et pourront durer jusqu'à 3 minutes chacune. La CAF qui a prévu également l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage, la VAR, à partir des quarts de finale de cette CAN, une première, augmente aussi le gain du futur vainqueur de la compétition. Celui-ci va toucher la bagatelle de 2 630 millions de francs CFA, après avoir touché les 350 millions de francs CFA octroyés à chaque sélection participante. Une manne financière, véritable source de motivation. Merci beaucoup, cher Tidiane. Basket à présent, à partance pour la Coupe du Monde U19 Grèce 2019. L'équipe nationale du Sénégal de la catégorie a reçu le drapeau national ce mercredi, motivé à faire une bonne participation mondiale. Le capitaine Jean-Jacques Boissy est au micro de Basket 221. Le mental est trop bien. Les gens
se concentrent. Tous les jours, un objectif bien déterminé. C'est une humiliation que ces équipes nous gagnent des scores différents ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une concurrence. On ne va pas se faire humilier. Eux aussi, on a les mêmes objectifs que toutes les équipes qui partent à la Coupe du Monde. On voit que le soutien, le peuple est derrière nous et qu'il croit en nous. Et on ne va pas les décevoir. Voilà, et puis retenez que l'équipe nationale U17 en Espagne pour la suite de sa préparation jusqu'au 27 juin prochain. La Coupe du Monde U19, c'est du 29 juin au 7 juillet en Grèce. Beach soccer pour terminer, Jeux africains de la discipline au Cap-Vert. Le Sénégal, champion d'Afrique, a pulvérisé ce mercredi son entrée en lice, le Djibouti sur le score de 13 buts à 0. Ce n'est pas du basket, c'est du beach soccer. Merci d'avoir suivi cette édition. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain pour le JT de 20h à suivre sur TFM ce soir. Votre série du mercredi. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.